Allez go, m'en fiche, on commence tout de suite, pas besoin de présentation. Vous avez lu la miniature, donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme bonus sur cette saison? Lorsque le personnage déployé a touché un ennemi avec une attaque plongeante, les dégâts de cette attaque plongeante augmentent de 20% pendant 8 secondes. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0,1 et cumulé 3 fois maximum. La durée de chaque cumul étant calculée de façon indépendante. Cet effet est annulé lorsque le personnage quitte le terrain. Ok, ben... on va jouer du Xiao, c'est cool.
こより弱滅の時。裁きの息。稲光、すなわち永遠なり。逃げ道はありません。風よ、私に答える。ここより弱滅の時。見切りました。どこにいるのか聞かせてもらう。ここだ。我を守るって。上田だ。全力攻撃。お前にやろう。話が通じないなら叩くまり。陛下の恩茶。ここだ。みんなは俺が師匠の技を食らい抜く。みんなでスパークル。西洋なる。ここだ。ここだ。ここだ。行くぞ。料理の時間だよ。J'ai honte.
久々の獲物だ。ここまでだ。さあ竜を起こせ。逃げられると思うな。手を出す全力攻撃。話が通じないならただ反する。無駄だ。西洋な無能。はってここだ。はって無能。行くぞ。あなたと一緒に踊りましょう。一緒に踊りましょう。帰りの一番好きだよ。邪魔するな。9人の定規のように。ここだ。Ok, je pense que c'était... 逃げ道はあります。見切りました。私稲光すなわち永遠なり。裁きの怒り。風の神我に導きたま。見切りました。無我の境地。裁きの雷。急がなきゃ。逃げ道はありません。裁きの怒り。手を出すつもりか。無駄だ。師匠の技を食らい。ひゃってみんながそばにいる。西洋なここだ。無能。ここだ。よかろう。ウオパー火を。手を出すつもりか。話が通じないならひゃって今見ておれ。無駄だ。ここだ。ここだ。無能。
より弱滅の時か。Voilà, ça c'est les petits moments qu'on peut se permettre quand on est en avance. Et si vous ne l'avez pas vu, le parti acharné est maintenant disponible. Je l'ai pas encore commencé, je me préserve pour le tournoi de Cheshire et me dire que bon, de toute façon c'est un mode assez simpliste et très fun en soi. Vous devrez créer votre propre deck en direct par rapport à l'adversaire qui verra également ce que vous allez prendre comme personnage et votre deck sera construit aléatoirement. Donc c'est le genre de truc que j'aime particulièrement vu que là les deux joueurs sont on va dire à égalité en termes de deck et de composition vu que chacun voit ce que l'autre peut prendre. Du coup, Arène des Champions, on va voir un peu le bilan de cette saison. Voilà, donc début février. Pas mal de victoires hein, quand on regarde tous les personnages que j'ai joués cette saison. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. 3 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 39. J'ai donc gagné avec 39 personnages différents cette saison. Sachant qu'il y en a à peu près 60, si je me trompe pas, 62, non 64 maintenant. Donc ouais, c'était quand même plutôt pas mal. Alors du coup, on va partir du bas. Le deck Candace avec Beidou Thomas, bon une petite surprise, hein, avec, vous allez voir, hein, générique, quand je fais 3 personnages d'éléments différents, donc là Hydro, Electro, Pyro, généralement je fais une synergie avec Nanatsuki, Rêve Doré, Artefact, avec Donyarzad, Desplat et Jet en supplémentaire pour les déchaînements élémentaires. Donc vous allez voir, les decks sont très très souvent semblables. C'est, je pense, le meilleur archétype de deck que vous pourrez jouer pour l'instant. Donc une synergie plutôt pas mal, hein. On fait notre déchaînement avec Thomas, celui de Candace, et derrière, peu importe le personnage qui attaque, vous pourrez faire de la fonte, enfin du moins de l'évaporation. Si vous activez Beidou, vous faites en plus de la surcharge ou de l'électrocution. Bref, c'est une synergie assez amusante qui demande quand même pas mal de soins et de dégâts tankés. Ce qu'on a avec le chef Mao et les quelques plats ici. Donc ouais, c'est plutôt pas mal comme deck en soi. J'ai été assez surpris par son efficacité vu qu'on a gagné du premier coup avec. C'était une bonne revanche pour Thomas que j'avais pas réussi à faire fonctionner avec Chongyun et Xingqiu. Donc ouais, un très très bon deck. Ensuite, la petite surprise avec Yanfei, que je n'avais jamais, enfin que j'avais pu jouer depuis un moment. Là, ça fait plaisir de pouvoir la retrouver avec Yelan en évaporation et une Raiden pour booster les déchaînements élémentaires. Donc comme vous voyez, 3 éléments, du coup on retrouve la synergie artefact avec Nanatsuki, Rêve Doré, bref, c'est du classique pour le deck. Très très bon deck. Ensuite, bon bah forcément, composition Goru, cette fois-ci pas avec Ito mais Noël. Là on n'a pas de synergie artefact, comme je joue juste avant, mais vous pouvez voir qu'on retrouve quand même le lueur de Vurakasha et Ténacité du 1000 litres cette fois-ci, qui sera là pour donner du shield à nos personnages. Donc ouais, encore une fois, c'est une synergie qui reprend en compte Nanatsuki, mais pas avec le Rêve Doré, mais Ténacité du 1000 litres. Donc ça peut fonctionner aussi dans des decks double élément. Le but étant toujours de piocher votre Donyarzad, récupérer un maximum de compagnons. Là, on veut tanker les dégâts avec Layla et Goru jusqu'à avoir nos déchaînements sur Noël, à ses points de vie, l'adversaire n'aura pas de temps fort, bref, c'est extrêmement efficace. De toute façon, vous allez voir, hein, je l'ai dit, hein, c'est toujours la même chose. Hein. Au final, les decks en ce moment sur le TCG, c'est ce qui marche le mieux en fait en termes de synergie. Juste au-dessus, on a Itogoru. Alors là, c'est le deck de la version 4.3. Vous voyez qu'il n'y a pas de Nanatsuki. Il y a par contre 3 armes avec Wagner. Toujours Donyarzad pour aller récupérer les cartes de compagnon. Je joue encore pour les familles, mais clairement on pouvait changer de carte de pioche, hein. On a d'autres possibilités. Un deck que j'apprécie beaucoup, mais qui je pense ne pourra pas faire non plus grand bruit sur la chaîne compétitive. Donc ça reste un deck fun, on peut gagner avec Goru uniquement si l'adversaire n'est pas très agressif. Ito derrière, il roule sur le jeu grâce au boost de Goru, grâce aux armes, etc. Sans compter bien sûr les plats qui permettront d'enchaîner les attaques normales. Donc pareil, un deck que j'apprécie beaucoup. Le fameux deck avec Asda qu'on a fait récemment, donc pareil, synergie Nanatsuki avec les artefacts, Chef Mao pour piocher les plats, Fleur de Sunyata avec Jet pour sacrifier des cartes de compagnon qui ne seraient plus utiles, ou des cartes comme Entre Storm Terror qui ne sont plus efficaces quand on a joué les 2 cartes cycle interminable de Asda,
qui génère également des dés. Bref, on a tellement de dés à générer dans ce genre de deck, donc ça c'est extrêmement fort sur le format compétitif. Deck fun, j'ai vraiment joué de mon côté Bennett avec Dvalin et l'hypostase Electro. Un vrai plaisir de jouer Bennett avec Entre Storm Terror. Vous êtes sûr de récupérer forcément votre carte d'aptitude de Bennett qui fait très très mal en termes de boost. Et derrière, si vous faites soit Dvalin, soit l'hypostase, vous roulez sur les adversaires qui ne peuvent absolument rien faire. À la fois vous vous soignez et vous avez un bonus de dégâts. Bref, ça reste un deck extrêmement fort. Toujours pareil avec la synergie Rêve Doré, Nanatsuki, Donnierzad, Jet, ma mère qui sont là pour générer des dés ou des cartes. Et derrière, forcément, je joue toujours Instant du Verdict qui permet de bloquer toute défense adverse le tour où je vais faire ma combo. Voilà. Donc, encore une fois, un deck très très efficace avec lequel j'ai fait, il me semble, 5-0. Utao, toujours présente en scène compétitive en deck triple élément, comme d'habitude. On joue 2 lances demi-litres pour donner du bouclier à Utao pour qu'elle puisse se placer facilement avec sa compétence. Elle a toujours besoin de 1 tour de préparation, mais ici, comme on joue Chongyun, on peut faire une Utao gel avec des attaques normales infusées en cryo grâce à Chongyun, et donc geler les ennemis pour charger notre déchaînement élémentaire et ensuite faire un gros burst sur un ennemi gelé par exemple. Donc encore une fois, une synergie Natsuki avec les artefacts. On joue Chambre d'Or pour diminuer le coût de l'arme à 2. On peut remonter grâce à Glaive Occulte. Donc on peut à la fois remonter l'arme et remonter également l'artefact. Bref, c'est encore une fois un deck très très efficace. Le petit deck, on va dire un peu troll du moment que j'ai joué avec du coup le retour de la composition de base Diluc, Keia, Sucrose, qui est joué, comme vous pouvez encore le constater, avec Rêve Doré, Nanatsuki, Donnierzad, Chef Mao, des plats classiques, déplacement rapide, vu qu'on joue avec Keia qui nécessite des déplacements, donc on aimerait quand même garder l'initiative, du coup on joue déplacement rapide avec Je m'en charge. On joue également vos nouveaux libertés à la place des autres cartes pour prendre un double kill peut-être décisif en fin de partie, mais vous pouvez également jouer la carte de Fontaine. Ça, c'est pas un souci. En synergie correcte, on a également la double anémo avec un autre personnage. Ça peut être Deia, ça peut être Shen-E, ça peut être n'importe quel personnage qui applique un élément et que vous voulez jouer absolument. Vous mettez Jean, Lynette ensemble avec la synergie arme de Wagner et derrière vous placez juste la compétence ou le déchaînement avec par exemple Shen-E qui infligera encore plus de dégâts de dispersion, cryo bien sûr. Mais derrière, vous avez toujours la synergie avec Nanatsuki, Jet, qui sont là pour aider à faire récupérer plein de dés sur un tour donné, avec encore une fois Instant du Verdict pour bloquer le tour important, bref. En vrai, ce deck pourrait évoluer sur d'autres formats, avec par exemple, au lieu de joueur de Vurakasha ou Bouclier du Parieur, on pourrait ajouter le casque des 1000 litres qui coûte 3 pour protéger au mieux nos personnages anémos, le temps que le déchaînement se fasse de l'autre côté. Mais la synergie reste la même, le contexte du deck est toujours le même, des artefacts, des équipements et Donnierzad qui est présent dans littéralement tous les decks, parce qu'elle facilite le recyclage. Et enfin, le dernier deck que j'ai joué récemment, hein, donc Linné Lynette et Manifestation du Tonnerre. Linné qui est clairement au-dessus du lot en termes de personnage de début de partie, hein. Il applique facilement le pyro, il s'inflige des dégâts, mais c'est à son avantage, vu qu'il comme ça il peut activer le de Vurakasha lui-même, et donc nous faire piocher. Derrière on fait de la dispersion avec Lynette qui a une carte d'aptitude extrêmement forte, qui inflige 2 points de dégâts en plus si on utilise 2 fois sa compétence sur le même tour. Manifestation qui était nerf, mais dont le nerf n'a pas trop embêté que ça, vu que maintenant on peut également jouer la scène de Fontaine, là, enfin la scène théâtrale de Fontaine, qui maintenant que l'écho d'alimentation coûte 3, compte, du coup, quand vous équipez d'armes, d'artefacts et de cartes d'aptitude, vous fait gagner un dé supplémentaire en début de tour. Donc c'est vraiment pas un si mauvais nerf que ça, hein, c'est peut-être même à son avantage, vu que cette carte sera quand même jouée, vu qu'elle vous fait piocher à chaque fois que vous tapez un personnage qui a un paratonnerre sur lui. Donc en soi, le nerf n'a pas tué la manifestation, c'est juste que ça l'a rendu un peu plus équilibré. Et c'est ça qu'on veut, c'est que la carte soit pas trop OP mais équilibrée. Synergie artefact, Donnierzad, Nanatsuki, Chef Mao pour piocher nos plats, bref. Du classique. Bon bah voilà, on a fait le tour de la saison de début février. Maintenant je vais vous proposer de regarder avec moi la tier list des personnages, j'ai tout préparé en avance, tac tac tac.
Et voilà. Donc là, si vous écrivez un message, vous serez juste à droite. Donc, on va commencer par le gratin, hein, par ce qui donne en plus envie. Donc, on va commencer par Albedo. Donc, je vais parler de chaque personnage en détail, de mon ressenti, de sa place dans la méta, entre guillemets. Hein, parce que la méta, au final, je vous le dis tout de suite, hein, je le répéterai à chaque fois, tous les personnages sont viables. Il y en a certains qui sont juste plus équilibrés que d'autres et plus stables en termes de dégâts et de facilité d'appliquer, bref, des éléments, des réactions élémentaires et des synergies surtout. Par exemple, Albedo, pour le moment, il n'a aucune synergie avec les personnages. Donc il se retrouve en D. Je n'ai pas vu un seul Albedo en version 4.3, 4.4. Je l'ai vu récemment une fois pendant un event des modes acharnés, où Albedo était joué parce qu'en fait on avait des dégâts bonus sur les attaques normales, où on avait juste que... nos attaques ne coûtaient que 2 au lieu de 3, et du coup en fait Albedo avec sa compétence permettait de diminuer le coût ou d'augmenter les dégâts des attaques normales, quand vous faisiez un basculement. Donc c'était intéressant de jouer Albedo sur ce format-ci, il était très fort, mais actuellement sur le jeu classique TCG, il n'est pas présent, mais vraiment absent, dénommé absent. Et quand on parle d'absent, on va rajouter également Ember, qui elle est sympathique, hein, j'ai joué récemment, son deck n'était pas montré dans la liste, mais je l'ai joué avec Hippocampe Perle Millénaire, et ça allait très bien, sauf que Ember en elle-même, elle n'est pas présente sur le format compétitif, parce que elle apporte pas assez de dégâts, c'est trop conditionnel. Sa carte d'aptitude permet de faire plus de dégâts avec sa bombe, mais ça implique qu'elle doit d'abord poser sa bombe, enchaîner sur une attaque normale, et du coup faites pas de réaction élémentaire en moins de 3 actions, c'est très très compliqué. Donc Ember pour l'instant elle est en bas. Aleitam, alors Aleitam ça va être un A. Il a de la concurrence en termes de dendro, mais si vous le jouez en main DPS avec Beidou Raiden, ou si vous le jouez avec d'autres personnages comme Yae, Aleitam franchement c'est un très bon choix. Il peut faire main DPS et il est très très bon avec son déchaînement alimentaire qui ne coûte que 2 et qui peut très rapidement monter à 7, 8, voire même 9 points de dégâts si vous faites de la stimulation en amont. Donc vraiment Aleitam c'est un très très bon choix. Je n'en ai pas vu beaucoup, mais quand il est joué, croyez-moi, ça fait extrêmement mal. Chantre de l'abîme, ce sera pas un D, ce sera un C. Il n'est pas présent énormément. Je l'ai déjà rencontré en tournoi compétitif, hein. Et quand il est joué, généralement, les joueurs savent comment bien s'en servir, et c'est tout l'intérêt de ce personnage, c'est qu'il n'a que 6 points de vie, donc il est extrêmement fragile, il a une deuxième vie qui le met à 3 points de vie, mais pour le reste, il n'est pas très joué parce qu'en fait c'est très très faible et c'est très facile à récupérer les kills sur lui. C'est pour ça que normalement il sera joué avec des cartes comme le casque des 1000 litres, ce genre de choses, mais du coup ça restreint vos choix et ça limite vos accès à un deck stable. Et comme vous l'avez pu le voir, le deck le plus joué en ce moment, c'est les decks artefacts avec Rêve Doré. On peut jouer le casque 1000 litres, mais c'est moins efficace qu'un Rêve Doré. Donc pour l'instant, c'est pour ça qu'il sera en C, mais il peut très facilement remonter si d'autres méta viennent à venir dans le futur. Donc à surveiller. Ayato, il sera dans le mid tier, donc on va le mettre en B. Il y a beaucoup de personnages hydro dans le jeu, donc Barbara, Candace, bref, on va pas faire la liste, mais Ayato, il est correct, il a eu un buff avec Tarta il n'y a pas si longtemps que ça, en 4.2, 4.3 il me semble. C'est clairement pas suffisant pour qu'il soit en compétitif, vu que d'autres personnages hydro sont quand même plus intéressants que lui, notamment, parenthèse sur Mona, qui est actuellement le meilleur personnage hydro. Elle a une simplification, enfin elle peut très facilement appliquer l'hydro, d'ailleurs on va la mettre tout de suite, hop. Mona c'est du S, elle applique très facilement l'hydro, elle a un déchaînement élémentaire qui est Game Breaker, elle a une compétence qui applique l'hydro en début et en fin de tour tout en vous mettant un point de shield, son déplacement rapide est toujours aussi efficace, si vous avez besoin d'un déplacement pour vous repositionner, geler un ennemi, faire une dispersion, Mona est juste parfaite. Si vous voulez jouer de l'hydro, pensez à Mona, c'est le meilleur personnage dans le TCG, et ce depuis le début. Elle n'a jamais été nerf, elle n'a jamais été changée, c'est d'ailleurs assez étonnant. Et pour Ayato, du coup, c'est pour ça qu'il sera ici. C'est un bon DPS, mais il y a d'autres possibilités. Et clairement, l'hydro, à part d'autres personnages, c'est pas spécialement très très haut. Bennett, c'est du S. Clairement, son déchaînement élémentaire est Game Breaker aussi. Quand vous le jouez avec sa carte d'aptitude, qui est très facile à récupérer entre Storm Terror, vous pouvez littéralement rouler sur la game. Il sera présent dans tous les decks hyper carry. Si vous voulez mettre en avant un personnage, Bennett est la solution.
il vous soigne 2 points de vie quand vous attaquez, il vous donne 2 points de dégâts en plus, bref, c'est un monstre de puissance, ce petit Bennett. Asda, générateur de dés en puissance, avec sa carte d'aptitude qui vous permet d'absorber des éléments, et même de les restituer avec une attaque de l'élément que vous avez absorbé. Clairement, les personnages de monstres hebdomadaires sont extrêmement forts, ils ont des effets totalement originaux, donc, et qui leur sont uniques. Et qui sortent beaucoup du lot, c'est surtout pour ça, hein. Chaque personnage est unique, mais eux ils ont ce petit truc en plus qui fait la différence lors d'une partie, donc Asda, très 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 fort. Baishu, alors lui il est assez spécial parce qu'en fait, je pense qu'on va mettre en B. J'adore jouer Baishu dans les decks Nilou qui ont un peu descendu. Je vais devoir y aller, bonne journée, bonne journée à toi aussi XLP, merci d'être passé. Baishu qui est assez équilibré, il se fait énormément de soins et de shield avec son déchaînement, mais derrière il y a zéro potentiel en dégâts, mais j'aime beaucoup le jouer dans des decks un peu spéciaux, donc comme le deck bouffe, le deck bouffe party, le deck un peu surprise, enfin le deck secret, hein, pour ceux qui connaîtront, le fameux deck secret que je joue avec Baishu et 2 autres personnages dont je ne citerai pas le nom, n'hésitez pas à essayer de venir sur les streams pour vous renseigner là-dessus. Mais ouais, ce personnage est mid-tier dans le sens où il apporte aucun dégât, mais si vous voulez un soigneur efficace et qui crée du shield, c'est un excellent personnage. Il a un très très bon potentiel, mais je pense pas qu'on le verra en scène compétitive. Il a peut-être besoin d'autre chose. Après, c'est vrai qu'on n'utilise pas énormément le set de la palourde en artefact, qui permet d'augmenter les dégâts quand vous vous soignez, parce que actuellement, je vous l'ai dit, ce qui marche le mieux, c'est Rêve Doré. Donc c'est pour ça qu'il est en dessous. Barbara, j'en vois de plus en plus jouer, alors qu'elle est clairement nulle. En fait, elle est surtout forte pour son déchaînement élémentaire, et comme on utilise beaucoup de switch entre les personnages, et je la laisse en B du coup, parce qu'elle est beaucoup plus populaire récemment. Elle apporte énormément de soins, elle a une compétence qui permet du coup d'enlever un élément en fin de tour, ou de vous appliquer l'hydro, et dans ce cas-là, c'est ça qui est un peu embêtant avec Barbara, c'est que vous appliquez l'hydro, si en face vous avez du dendro, ou ce genre de choses, c'est très très compliqué de revenir dans la partie. Un personnage qui demande beaucoup de maîtrise et qui demande beaucoup d'attention. Avant je remis beaucoup plus basse parce que le niveau des joueurs était plus bas, mais maintenant que le niveau monte et qu'on le voit au fur et à mesure que j'avance dans les tournois, qu'il y a de plus en plus de monde qui sait parfaitement bien jouer, je pense que Barbara, une fois bien utilisée, pareil que le reste, hein, elle va très très vite monter. Donc à surveiller Barbara. Candace, dans le choix des hydros, Candace est plutôt bonne, franchement. Son shield est plutôt efficace, surtout si vous avez l'initiative en début de partie. Le buff obtenu de Beidou et de Candace, qui passent leur compétence de 2 points de dégâts à 3 points de dégâts, est quand même un très très bon bonus. Ils sont passés de médiocre à viable, et récemment Candace apporte ce petit plus qu'il faut à certains decks. Donc pour l'instant ce sera un B tier. Vu qu'elle est plus support que DPS, hein, forcément, c'est pour ça qu'elle n'est pas très game breaker, mais son application hydro et le fait qu'elle applique l'hydro également en faisant des basculements sur l'adversaire, donc ouais, c'est un personnage correct. Je ne mettrai pas plus haut ni plus bas, donc ce sera un B. T'es qui toi? Ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu dans une game, c'est impressionnant, je pense que je vais te mettre en D. Il y a trop de bons personnages d'Endro actuellement, comme Aeita, mais bon, vas-y, on va parler d'elle tout de suite. Allez. Naïda qui est un monstre de dégâts, on ne dirait pas comme ça, mais elle fait tellement mal. Rien que sa compétence, d'habitude, les dégâts d'une compétence, c'est basiquement c'est 3 points de dégâts. Hein. Sinon, si c'est pas 3 points de dégâts, c'est parce que vous créez du shield comme pour Mona, ou vous faites du soin comme pour Kokomi. Mais Naïda, elle a une compétence qui fait 4. Pourquoi 4? Parce que vous faites 2 de base avec du dendro que vous appliquez, mais en plus l'adversaire a 2 graines sur lui, et quand vous les activez ça fait 1 point de dégâts. Donc pour les activer, il faut faire une réaction élémentaire, mais les réactions élémentaires sont très faciles à faire, surtout quand vous utilisez des invocations en fin de tour ou ce genre de choses. Donc c'est extrêmement simple de faire proc ces graines, et vous faites des dégâts perçants, donc des dégâts qui sont sûrs de toucher l'adversaire, même s'il a un bouclier ou un shield. Et Naïda, elle a également une deuxième compétence qui fait pour 5D 3 points de dégâts dendro, et qui pose 2 graines à chaque personnage. Donc c'est un potentiel de 6 points de dégâts plus 3, ça fait 9. Elle fait virtuellement 9 points de dégâts avec 5D. C'est énorme. Sachant que l'autre personnage qui fait le plus de dégâts de zone, c'est Ganyu. Ganyu, elle fait, il me semble, 2 ou 3, j'ai un doute, ça y est.
Je vais juste vérifier avant de dire des bêtises. Hop. Elle fait 2 ou 3 avec son attaque normale. Elle fait 3. Oh là là, j'ai le doute. Ça y est, je connais plus mes cartes. Ganyu, où es-tu? Hop, là voilà. Donc son attaque chargée fait 2, voilà c'est ça. Elle fait 2 points de dégâts cryo, puis 2 points de dégâts de perforation pour 5D, ce qui fait 6 points de dégâts. 6 points de dégâts, contrairement à une Neida qui n'est pas pareil et qui fait par contre 9 virtuellement. Ça fait hyper mal une Neida, sans compter en plus derrière son déchaînement qui ne coûte que 2 et qui fait 4 de base et qui augmente vos dégâts de réaction élémentaire. Non mais c'est juste, Neida c'est un monstre, hein, vous la verrez toujours en compétitive, si vous voulez un Dendro, prenez Neida, elle est, comme pour Mona en hydro, un Neida c'est une valeur sûre. Minotaur, il revient un petit peu avec Gorou vite fait, mais bon, il n'est pas si présent que ça, hein, c'était juste pour tester je pense. Il y a des chances que vous le croisiez en tournoi, c'est pas impossible, donc je pense qu'on va plutôt le mettre en C. Il est toujours assez menaçant ce Minotaur, donc faut se méfier. Hein. Faut se méfier, il fait des dégâts très rapidement, si vous êtes un peu trop passif en début de partie, il va vous rouler dessus. Mais en soi il n'est pas si joué que ça, parce que c'est une fois qu'il n'y a plus son shield, il faut prendre un kill. Et avoir sa carte de compétence pour récupérer le shield, donc c'est pour ça qu'il est très très fort en début de partie, mais il s'épuise très vite. C'est pour ça qu'il n'est pas très joué, mais qu'il reste malgré tout une menace. Chongyun qui va monter en A, depuis que maintenant on peut appliquer, depuis qu'on peut ralentir le jeu avec le gel, au début ben, c'était pas extrêmement joué, on jouait plutôt de l'évaporation, on faisait beaucoup de dégâts bruts, mais maintenant qu'on peut facilement se soigner avec le chef, on a des plaques qui soignent encore plus qu'avant, sans compter le lueur de Vurakasha qui vous soigne en début de partie assez facilement. Le gel, ça permet de bien temporiser, de pouvoir se soigner. Chongyun sera extrêmement présent, je pense, durant le tournoi. De toute façon, je ferai une liste statistique des personnages les plus joués. Donc, ouais, Chongyun, très fort. Son déchaînement fait 7. Pour 3 charges, certes, mais ça fait un bon gros burst. Et si vous avez un plat, vous faites 10, donc vous faites un one-shot. Bref, c'est Chongyun très fort. Collei. Ah, Collei. Je sais pas où t'es parti, Collei, mais c'est triste. T'étais tellement un tiers S par le passé, mais là, tu n'es plus présente nulle part. C'est un cauchemar. Et ça, c'est à cause de lui, en fait. Hein. À cause de lui, à cause de elle, c'est juste qu'en fait, elle est forte, hein, Collei. J'ai adoré la jouer. C'était mon personnage clé dans mon deck stimulation en début de jeu. Mais le truc, c'est que ben là, elle a trop de concurrence qui ont un potentiel de dégâts hyper élevé. Collei n'est plus aussi efficace qu'avant parce que la méta se ralentit, il y a du soin, elle peut s'accélérer grâce aux générations de decks qui sont beaucoup plus simples à faire, bref, mais dans ce cas-là, on préfère jouer Naida, on préfère jouer Aleita, mais Collei, du coup, elle est totalement mise derrière, c'est triste. Pareil pour toi, hein, Champignon. Champignon et froid, tu n'es plus joué parce que ben t'as des mastodontes au-dessus qui font tellement plus mal que vous facilement que forcément ben c'est compliqué. Hein. Je le redis, ces personnages ici en D, ils sont viables, ils sont même très viables. C'est juste qu'au-dessus, ben il y a des combinaisons et des synergies qui sont beaucoup plus efficaces actuellement et ben vous du coup vous n'êtes plus joué. Ayaka, bon bah en fait vu que Chongyun est favorisée, ben Ayaka derrière, ben elle est plus présente. Hein. Elle va rester en B avec son frère, parce que ça reste un très bon personnage, avec une synergie assez facile à mettre en place avec les attaques normales, pour faire du gel, etc. Mais c'est juste que d'autres personnages, comme par exemple... Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Je la vois plus. Elle est là. Ganyu, tier S, dégâts de zone excellents, des dégâts qui sont même améliorés grâce à une arme, son arme signature, dont je vais retrouver le nom dans un instant grâce à petite vérification. Voilà, l'arc d'Amos, évidemment, l'arc d'Amos qui, quand vous l'utilisez, fera 2 points de dégâts supplémentaires sur son attaque. C'est juste super fort et Ganyu ben, forcément profite énormément de cette carte. C'est très facile en début de partie de charger un Xingqiu avec son déchaînement et derrière vous faites des gels mais absolument terribles sur l'adversaire qui fait des dégâts de zone, il ne peut plus rien faire. Et vous affaiblissez très facilement l'adversaire, donc oui, Ganyu très forte actuellement. N'hésitez pas à la jouer.
Sinnoh, alors Sinnoh, lui, il souffre d'une maladie assez identique aux autres, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages électro dans le jeu qui sont plus ou moins efficaces que lui, voire même plus. Surtout que Sinnoh, il a ce petit défaut de devoir attendre au moins 2-3 tours pour récupérer un enchantement électro sur son arme et voir des dégâts supplémentaires en fin de partie. Sauf que forcément, on n'a pas le temps d'attendre en ce moment, donc non, Sinnoh il est fort, hein, ça c'est sûr, mais il est beaucoup moins présent, et je pense que ce sera du coup un C. Un C qui reste bien sûr au-dessus des autres, mais le pauvre Sinnoh malheureusement il adore le TCG, mais sa carte n'est pas spécialement efficace actuellement. Mais à mon avis il reviendra à un moment ou à un autre. Deia, alors extrêmement jouée en début de 4.3 et de 4.2. Elle est un peu moins jouée récemment, vu qu'on a beaucoup plus de facilité à se soigner et à tanker les dégâts avec l'Ur de Vurakasha, avec d'autres cartes qui soignent. Bref, Deia était là surtout pour apporter du bouclier avec sa compétence, mais derrière, elle est un peu lente et son déchaînement n'est pas spécialement au rendez-vous quand on en a besoin. 3 points de dégâts pyro, c'est pas terrible sur un déchaînement qui coûte 2, quand on voit Naïda qui fait 4, Aitam qui fait 5, qui fait 4, 5, voire plus, avec seulement 2. Elle tape 2 fois certes, mais vous êtes bloqué sur elle et l'adversaire peut anticiper ça pour vous bloquer les dégâts ou changer de personnage. Donc c'est assez compliqué pour elle, elle va rester en B. À mon avis, elle restera quand même viable, mais c'est un peu compliqué pour elle. Beidou, au niveau de Candace, forcément, hein, elles ont à peu près la même capacité, à savoir compétences qui permettent de tanker facilement les dégâts, puis déchaînement alimentaire qui est assez game breaker en fin de partie. Une applique l'hydro, l'autre applique l'électro sur les attaques normales. Ouais, ça reste pas mal, surtout qu'elle a de bonnes synergies avec beaucoup de personnages qui utilisent leur attaque normale en ce moment, donc très bon personnage. Diluc, la quintessence du rang B pour moi, B du bas par contre en ce moment. Je l'ai pas souvent croisé, faut dire que d'autres options sont beaucoup plus viables en termes de synergie. En 1v1, Diluc qui peut vaincre absolument tout le monde, sauf que forcément c'est pas terrible au niveau synergie. Alors, identifiant erroné. Bonjour à toi, bienvenue sur le stream. Beidou et Candace, fière à Barbara, vraiment oui. Actuellement, Candace et Beidou sont moins joués que Barbara, pour une raison simple, c'est que Barbara, elle est actuellement beaucoup plus populaire qu'avant. Mais vraiment, hein, pour le nombre de games que j'ai fait, c'est impressionnant. Donc, on va partir du principe qu'à haut niveau, quand on sait la jouer, elle est extrêmement forte. Des games avec des œufs où vous faites un déchaînement alimentaire, vous soignez tous vos personnages, c'est assez facile à faire en ce moment, donc ouais. Clairement, en plus, Beidou et Candace sont toujours des personnages assez passifs en début de partie, et cette passivité permet à Barbara de charger son déchaînement élémentaire, donc forcément, on va dire qu'elle les contre un petit peu. On va voir ça comme ça. Donc oui, je maintiens Candace, Beidou en dessous de Barbara. Giona, alors Giona, on a d'autres healers plus intéressants comme Barbara qui sont actuellement sur le jeu. J'ai vu des versions avec des Giona qui sont vraiment bien jouées et qui font très très mal, vu que si vous les mettez une Giona avec 2 personnages pyro, comme n'importe quelle synergie élémentaire, elle va faire plus de dégâts. Mais forcément, tant que le set palourde sera moins intéressant que le set Rêve Doré, Giona, forcément, elle sera en bas, malheureusement. Bon, elle est jouée un petit peu, je risque peut-être... Enfin, j'ai déjà croisé Giona dans un tournoi. La personne en face savait exactement ce qu'elle faisait, hein, clairement, avec le set palourde en plus, donc oui, c'est juste ça, encore une fois, c'est juste que le méta fait que le méta du Rêve Doré est devant le set palourde, mais le jour où les deux pourront s'inverser, croyez-moi, Giona va très très vite monter, et Barbara, encore une fois, va aller très très haut aussi. A voir comment ça évolue. Dori. Compliqué à dire, en fait elle apporte beaucoup de choses différentes. Elle a une invocation qui fait également, elle fait des dégâts avec son invocation, et elle invoque un petit summon qui fera 1 point de dégâts électro. Elle fait encore partie de cette... D'ailleurs, on va tous les mettre maintenant, vu qu'ils ont à peu près tous le même problème, ou du moins la même compétition. Hop, tac, tac, et il me semble qu'il y en a encore une quelque part, la voilà. Hop, voilà, donc ces 4 là. Dori, Yae, Fischl et Sarah. Donc elles ont toutes un potentiel énorme, hein. Elles sont excellentes dans chacune dans leur
catégorie. Dori pose une invocation qui fera un point de dégâts, et puis derrière un déchaînement qui fait du soin et qui charge ulti. Yae, elle fait une invocation qui fait un point de dégâts et qui peut plus tard se transformer en énorme burst si vous avez son déchaînement élémentaire. Fischl fait une invocation qui fait un point de dégâts pendant cette fois-ci 2 tours, mais qui a un burst qui fera pour 3 charges une grosse zone, enfin une grosse AE sur tous les adversaires. Et Sarah, une invocation qui fait un point de dégâts électro en fin de tour, qui également augmente les dégâts du personnage qui est actif au combat. Bref, ils ont toutes les 4 une utilité distincte, très très forte. Ça là-dessus, j'avoue Fischl, je n'arrive pas à la jouer comparée à Kuju Sarah. Ah bon, je pensais que ça serait l'inverse, puisque Sarah, elle implique que tu sois obligé de positionner justement ton personnage que tu veux utiliser en actif au combat, sauf que des fois, si l'adversaire a mis des invocations ou autre, ça t'empêche entre guillemets de faire ta stratégie, surtout si c'est des gels avec des invocations de Mona, des invocations cryo, c'est un peu moins évident. Je sais pas si je dois les mettre plus haut, parce que, en vrai si, parce que vous allez souvent en croiser, donc je vais les mettre un peu plus haut dans le panier, voire même devant en B, hein, c'est des personnages extrêmement forts et très polyvalents, que vous allez forcément croiser dans des teams qui jouent 3 éléments, elles sont toujours présentes, donc à voir. Surtout le gel, oui, bah ouais, le gel c'est plus gênant, quand on veut laisser un personnage actif au combat, il ne reste pas très longtemps. Dvalin, Dvalin, où est-ce que je vais te mettre toi? Parce qu'en vrai t'es très très fort dans les decks combos, mais si on devait voir ton niveau en termes de tournoi, tu es très facile à anticiper. Alors Dvalin, je vais mettre en B en bas. Pourquoi? Comme je viens de le dire, il a une combo qui est très facile à utiliser, très puissante, mais tout aussi facile à anticiper. À voir en vrai, parce que... Alors, est-ce que je ne mettrais pas plutôt en C, parce qu'on risque de vraiment pas en voir, mais je sais, j'ai déjà affronté des decks de Dvalin qui se lançaient un peu mal, mais qui font extrêmement de dégâts, juste parce qu'en fait il a posé Bennett en amont, parce que tous tes personnages ont un élément sur eux, du coup tu peux pas esquiver la dispersion, bref, mais c'est assez situationnel, mais ouais, on va le mettre en B, à surveiller. De toute façon, Dvalin, ça reste un personnage hebdomadaire, au même titre que Asda. C'est juste que lui, il a besoin de faire des dispersions très violentes pour être vraiment efficace. Et du coup, comparé à un Asda qui a juste besoin de se positionner, de commencer à faire sa compétence de son côté et absorber les éléments, Dvalin, c'est plus dur du coup à jouer. Donc je le laisse en B pour l'instant, mais à surveiller, évidemment. Là qui va... je la mets en ODA. Vous allez en croiser des là, c'est sûr à 100%. Si vous affrontez des decks gel, comme ça, vous avez, en tournoi, vous affrontez des decks gel, vous êtes sûr que Eula va apparaître un moment ou un autre avec un nomade et une Mona. C'est extrêmement puissant. Eula fait en plus du brise-glace en fin de tour avec son déchaînement élémentaire. Elle fait des bursts absolument monumentaux. Eula est clairement au-dessus du lot. Elle est incroyable là, surtout son ulti, bien sûr. Et évidemment, son ulti fait tellement mal. J'ai fait des combinaisons avec Jet où vous lancez le déchaînement de là, derrière vous récupérez vos 8D, ou même 6 c'est suffisant, vous faites 2 attaques et derrière vous finissez la game avec le déchaînement qui fait un burst monumental. Bref, là c'est très 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 fort. Gorou, bon allez, c'est mon personnage préféré, vous le savez. Mais je vais devoir être assez intransigeant sur lui. Il n'est utile que dans des decks Géo, ce qui fait qu'il n'a qu'une seule composition possible, à savoir c'est lui avec une Noël, un Ito, bref, c'est très restrictif, donc je suis désolé Gourou, je t'adore, mais tu vas aller en D. Tu apportes énormément au team Géo, mais que là-dedans. Encore une fois, t'es beaucoup trop... T'es beaucoup trop présent que sur une seule composition, malheureusement, et c'est très dur pour toi d'être présent autre part que là-dedans. Mais ne t'en fais pas, un jour tu seras en S, je te le garantis. Hippocampe Perlé Millénaire. Alors, je m'attendais à ce que ce soit le personnage counter des invocations. Elle l'est, hein, clairement, elle contre bien. Sauf que, il y a beaucoup d'autres personnages qui sont plus efficaces que elle, notamment le quadrueur que vous avez ici, qui est un choix quand même beaucoup plus avantageux que l'hippocampe. Elle a énormément de tankiness, mais elle applique assez difficilement l'électro. Son ulti est intéressant, elle tank bien, mais c'est pas un choix, on va dire,
plus intéressant que une Dori pour se soigner, une Sarah pour booster vos dégâts, une Yae pour faire des bursts et appliquer facilement l'électro, pareil que pour Fischl. Donc en fait, elle souffre de ce plafond de verre que sont ces 4 personnages. De ce fait, on va pour l'instant la mettre en C, vu qu'elle vient à peine de sortir. Enfin, elle est sortie la version précédente, certes, mais je l'ai pas vue souvent. J'ai joué qu'un seul deck avec elle, et c'est le deck avec Ember Collei. Enfin non, c'était pas Collei, c'était qui d'ailleurs j'ai joué avec elle? Non, c'était Yao Yao. J'avais joué avec Yao Yao, c'était un deck très tanky, mais je pense pas que ça sera du top tier par rapport à ce qui sort en ce moment, donc à voir. On la surveille, l'hippocampe perlé. De toute façon, pour moi, c'est une perle. Elle a un énorme potentiel, elle peut vraiment être game breaker sur le long terme, vu qu'elle a forcément une résistance permanente aux dégâts, mais tout ça, c'est compliqué à mettre en place parce que si l'adversaire n'a pas d'invocation, votre hippocampe ne sert à rien à part sur les dégâts qu'elle tankera une fois par tour. Donc ouais, c'est compliqué. Utao toujours aussi forte, je la mettrai limite en S, mais on va mettre dans le haut des A. Utao qui a toujours été très forte, hein, ça là-dessus je ne changerai pas d'avis. Une compétence qui vous prend un tour mais qui charge quand même son ulti, des attaques normales qui font extrêmement mal en pyro, combiné à un Xingqiu et à Chongyun, c'est juste super fort. Juste un Xingqiu en vrai c'est déjà très très fort. Il est très facile de faire un deck Liyue avec elle et Xingqiu, vous en rajoutez n'importe quel autre personnage de Liyue et derrière vous faites des enchaînements de dégâts absolument monstrueux tout en étant protégé par un très très bon shield de votre lance d'Emilite. Utao c'est fort, n'hésitez pas à la jouer. Alors, dans les cartes nouvelles actuelles, je vais la poser là pour l'instant. Donc l'hypostase Cryo. C'est très fort. Très franchement, là je l'ai joué avec un deck Ganyu, Fischl, Hypostase. Elle pouvait rester sur le côté, Ganyu faisait tout, mais derrière en fin de partie, elle applique tellement facilement des dégâts de perforation. C'est juste impressionnant. Non, ça va partir en A. Vous allez très souvent la croiser, je le sens bien. Elle sera sûrement avec une Ganyu et un personnage électro que vous avez ici. Hein, ça c'est sûr et certain. En termes de supraconduction, c'est très facile de faire des dégâts de perforation. Vous affaiblissez toute la team adverse. Donc si en face c'est une team combo, vous la détruisez. Si c'est une team synergie, vous la détruisez. Par contre, si c'est une team hyper carry, avec un Bennett ou autre, vous allez peut-être avoir plus de mal, surtout si le Bennett lance son déchaînement élémentaire. Mais pour le reste, vous allez rouler sur absolument toutes les teams. C'est sûr et certain. Donc très très bonne carte dans cette version. Hypostase électro, même concept. Elle est extrêmement forte. Après, comme je l'ai vu au-dessus, elle a ce mur de personnages électro qui sont très très forts. Elle sera plus forte dans des decks hyper carry avec Bennett. Je sais pas si je devrais la mettre au niveau d'un Bennett, mais il y a des chances que vous rencontriez souvent l'hypostase électro dans des decks hyper carry. C'est très très fort, surtout dans cette synergie, mais individuellement elle est très faible. Ça, les dégâts qu'elle fait sont pas très impressionnants, surtout que ça coûte 5D pour faire quelques dégâts. 5D pour 5 dégâts, c'est pas terrible. Surtout quand on voit ce que peut faire une Naïda ou une Ganyu, mais c'est parce qu'elle est en synergie avec un Bennett qu'elle peut vous rouler sur une team. Donc je pense que je peux dire qu'elle a passé le mur électro qui est ici, on va la mettre en bas des A. Donc faites attention, surtout qu'elle a toujours cette deuxième vie qui lui permet d'être encore plus efficace et de pouvoir attaquer encore une fois si besoin. Itto, alors Itto, lui va souffrir d'une autre concurrence qui s'appelle Noël. Toujours est-il que, qu'est-ce que vous préférez jouer, Itto ou Noël? Moi personnellement je préfère Itto, mais Noël a plus facilement accès à son déchaînement, elle se fait plus de shield, elle peut même activer elle-même la synergie Géo en se créant un shield avec sa compétence. Donc Noël est au-dessus de Itto à mes yeux, mais je préfère quand même Itto. Ouais, tu préfères Noël, je comprends. Mais oui, Noël est clairement au-dessus. Je sais pas où les mettre par rapport au B, on va dire que c'est pas trop important leur position là-dedans, vu que au final ils sont B, hein, mais comme je l'ai dit encore au début du live, tous les personnages sont viables, c'est juste que certains sont meilleurs que d'autres, et là je pense que le Géo est pas en dessous, parce qu'on a beaucoup de teams double Géo avec beaucoup de shields qui permettent de temporiser la partie, le temps de charger leur déchaînement ou de préparer leurs armes et artefacts. En vrai, ouais, le Géo est plutôt en bas en ce moment. L'Anemo est plus favorisé, tandis que les triples élémentaires sont absolument partout, c'est absolument magnifique. Devant Beiju déjà, lol, oh, mais ça c'est rien, ça, je viens de te le dire, c'est pas trop grave s'ils sont pas devant ou autre. Si je veux, je pourrais mettre Barbara ici, je pourrais mettre Ayaka en bas, ça changerait rien, mais c'est juste que
Oui, effectivement, Baizhu, en effet, il serait en dessous. Mais en dessous d'un Ito ou d'une Noël. Mais est-ce que ça compte vraiment, vu que de toute façon, de toute manière, ils sont dans les B. Il n'y a pas de B1, B2, B3. Oui, il reste superbe, évidemment. Évidemment. Par contre, Dain, c'est sûr que je le mets en dessous. Jin. Alors, elle est très présente en ce moment, surtout dans les compositions double Anemo. Très 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 forte avec Lynette, parce qu'ils utilisent tous les deux une épée et une main, donc c'est très facile de les équiper. Jin est forte parce que Lynette est forte. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est parce que ces deux-là ont une bonne synergie entre elles, double Anemo, qui font une dispersion et qui peuvent gêner l'adversaire. Jin est forte parce que Lynette est forte. Donc Lynette, hop, tac, voilà. Lynette, c'est un S, elle peut se soigner, elle perd peut-être des points de vie derrière, mais si elle était affaiblie, bon bah elle ne reçoit pas cette pénalité. Elle a un déchaînement qui est unique en son genre, permet d'absorber l'élément de l'adversaire, qui derrière le restitue en forme de dégâts de cet élément. Elle crée un point de shield, sa carte d'aptitude est excellente pour surprendre l'adversaire et faire de très bons dégâts. Lynette est clairement au-dessus du lot. Donc si Jin est forte, c'est parce que Lynette est là et que ça fait une très très bonne synergie entre deux épéistes Anemo. Keia, on va le mettre à côté de son frère. Ni fort, ni moyen, ni très bon, c'est la quintessence du personnage moyen, donc on va les laisser ensemble pour l'instant. En termes de cryo, il y a d'autres options plus intéressantes, mais Keia est une bonne option, il est assez passe-partout, mais vous oblige à faire des déplacements et donc à jouer des cartes assez spécifiques. À voir à l'avenir si le cryo qu'inflige Keia est plus intéressant, mais pour le moment, il sera en mid-tier. Kazuha, alors, ça va vous paraître étonnant de vous dire ça, mais Kazuha est tout en bas. Pourquoi ? Ben parce que Lynette et Lynette et Jin. Kazuha, sa compétence est intéressante par le passé, quand on voulait switch de personnage, mais là, actuellement, Kazuha, c'est plus présent, c'est impressionnant. Je n'ai pas vu Kazuha de la méta. J'ai affronté tellement de decks, je ne vois plus Kazuha. En fait, avant, son déplacement était très intéressant pour switch d'un personnage à un autre, mais là, vous ne voulez plus switch d'un personnage à un autre, vous voulez rester sur position, voire perdre votre personnage pour faire un pas encore perdu ou ce genre de choses, et c'est extrêmement dur de jouer Kazuha dans cette méta. Il est bon, hein, il est très très bon. Encore une fois, je le répète, mais là, Kazuha, il est dépassé par une combinaison qui marche beaucoup mieux que lui, qui s'appelle Jin et Lynette. Enfin, ouais, c'est ça, Jin et Lynette. Donc forcément, Kazuha, désolé, mais pour l'instant, tu as deux professeurs au-dessus de toi. Keqing. Alors, elle est beaucoup moins jouée. Elle a le mur électro qui l'empêche de briller, très clairement. Hein, donc, elle va se retrouver en dessous de ces 4-ci. Est-ce qu'elle est plus viable que l'hippocampe millénaire ? Je pense que oui. Elle a toujours son burst qui fait extrêmement mal. Avant, j'aurais mis tier A, tier S presque. Mais là, pour l'instant, on va la mettre derrière ce mur. Hein. Derrière ce mur, elle ne peut pas le dépasser. Hein, parce que forcément, ces personnages de support sont beaucoup plus présents qu'elle. Mais elle est vraiment à ça de passer au-dessus. C'est compliqué. Ça, c'est à cause de la synergie triple élémentaire qui domine le méta et qui forcément intéresse plus les personnages qui font des invocations et qui font des réactions très facilement que des personnages qui ont un gros burst. Keqing reste forte, mais elle peut pas passer ce mur de personnages électro, donc pour l'instant elle est bloquée là. Klee, une des meilleures applicatrices pyro qui s'est fait détrôner par un autre personnage pyro. Donc Klee, avant je l'aurais mis en A, voire plus. Je pense qu'elle peut rester en A, mais en bas des A. Utao reste plus intéressante, mais Klee est un excellent personnage qui applique le pyro, mais on va parler tout de suite de l'autre personnage qui applique le pyro qui est excellent. Il s'appelle Linné. Linné qui est juste game breaker, mais absolument impressionnant. Son attaque chargée, enfin son attaque normale qui fait 2 points de dégâts pyro, qui fait une invocation, se fait 1 point de perforation certes, mais qui charge sa fantasmagorie. Linné c'est excellent en TCG en ce moment, c'est absolument hyper fort. Il profite parfaitement de l'artefact lueur de Vurakasha. Dans des decks triple élémentaires, il apporte énormément de burst. C'est juste impressionnant comment il est fort. Donc Linné, Lynette, si vous voulez faire un show, n'hésitez pas à les jouer ensemble. Donc Klee, pour revenir vite fait dessus, elle applique très facilement le pyro. Son déchaînement qui est assez facile à accéder grâce au fait qu'elle diminue son attaque normale est très très fort, très facile à utiliser.
c'est juste que ben, on a un petit garçon au-dessus qui est plus intéressant pour facilement créer des invocations pyro qui font des dégâts en fin de tour et qui ne coûtent que 2 en déchaînement élémentaire. Donc forcément, ben, Linné est au-dessus, mais Klee est en A et reste totalement viable. Kokomi qui est un peu moins présente à cause de Barbara. On va la mettre juste en dessous d'elle. Juste un instant, je vais boire un coup. Alors, c'est bon, ça va beaucoup mieux. Donc, Kokomi qui est un peu moins présente dû au fait que Barbara est beaucoup plus jouée. Elle a toujours cette capacité de heal et de potentiel de dégâts grâce au set palourde. J'aime bien la jouer dans le deck Bouffe Party que j'avais créé, qui est excellent avec elle. Bon, elle s'enlève l'élément, mais Barbara le fait aussi. Elle fait du soin, mais Barbara en fait plus. Bref, c'est une compétition entre dégâts et soins qui se livre entre ces deux personnages. Mais pour l'instant, Barbara est devant. Mais Kokomi, encore une fois, reste un très très bon choix. L'Ammonie. Alors, l'Ammonie, j'en ai pas vu des masses, mais à chaque fois que j'en voyais une, elle était extrêmement forte car je jouais avec des cartes qui se synergisent entre elles. Je pense pas que vous la verrez au même titre que Dvalin en termes de dégâts purs, parce que forcément si vous contrôlez une invocation, si vous faites un bon déplacement et autres, c'est très facile à anticiper. Les deux sont à peu près au même niveau, je vais dire B. Ah, et salut Roman, bienvenue sur le stream. Comment dire ça autrement? La Lamonie a un très très bon burst, mais qui ne fonctionne que si elle a fait des invocations au préalable. Ouais, donc encore une fois, c'est une très très grosse menace à elle toute seule, mais très facile à anticiper, donc très facile à contrecarrer et qui la rend un peu moins forte. Elle reste forte, par contre dans tous les cas, sa combo avec un personnage hydro ou électro, si vous voulez faire du gel ou de la supraconduction, c'est excellent. Donc oui, hein, méfiez-vous d'elle, encore une fois, c'est le genre de carte qu'il faut bien se méfier, elle a une combo extrêmement puissante. Layla, c'est un A. Depuis son arrivée, elle apporte un burst de dégâts cryo supplémentaires qui a ouvert la possibilité à plein de compositions avec elle. Goro en D, ça n'a pas dû te faire plaisir. Non, j'ai mal. Mon Kokoro là, il vibre. Je le prends avec Bruto Rocheux et Noël. Tu parles de la Lamonie? Comment ça va sinon? Ça va plutôt bien là. J'ai beaucoup de choses à faire ce week-end, dont un blind test ce soir sur un Discord. Ouais, c'est plutôt compliqué. Tu joues donc l'Ammonie avec Bruto Rocheux et Noël. Vu qu'elle fait une dispersion cryo au début de partie, je sais pas spécialement si c'est intéressant. En vrai, l'Ammonie, tu préfères la combiner avec un autre personnage d'éléments différents, comme par exemple une Fischl, du moins un des personnages quatuor ici, pour justement faire soit plus de dégâts, ou avec du gel pour empêcher toute possibilité à l'adversaire de se défendre sur un tour. Mais effectivement, c'est une synergie qui peut fonctionner. Pour l'instant, j'en ai pas affronté des comme ça. Donc là, tu m'apprends un deck que je n'ai jamais vu. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas tester en effet? Et pour revenir du coup sur Layla, donc elle a apporté à elle seule une nouvelle synergie que j'ai beaucoup utilisée justement dans les decks double Géo, avec notamment Goro Ito ou Goro Noël. Elle est également présente dans d'autres decks synergie avec triple élément, à savoir Thomas, également Tarta, parce qu'elle applique très facilement du cryo, et donc forcément c'est un plaisir pour toute composition qui a besoin de 2 personnages DPS et 1 personnage support. Alors, je ne t'ai pas encore vu jouer un deck avec Chongyun, hâte de voir ça. Et bien pourtant, j'en ai fait des decks avec lui, hein. J'en ai fait énormément. Mais bon, t'en fais pas, t'auras encore l'occasion vu que la saison s'est terminée, donc on aura le temps de faire d'autres decks avec lui. Et pour finir avec Layla, son déchaînement est excellent, c'est une invocation qui fera des points de dégâts cryo et qui augmente ses stacks de son rideau. Donc ouais, c'est un personnage qui est très très bon à elle seule. Je me demande si un jour on la verra en main DPS avec justement une épée, un casque et toute la totalité avec un Thomas ou un Bennett hyper carry. Si le feu de la fonderie avec Utao et Xinkyu, oui, c'est vrai que j'avais fait un deck là-dessus. Du coup, alors, Érémite de la flamme. Où est-ce qu'on va te mettre en vrai? Elle est apparue à la dernière version, mais en fait elle a pas spécialement percé, elle a juste une capacité passive qui est même plutôt pas mal, qui permet d'accéder très facilement à son déchaînement élémentaire. Seul souci c'est qu'il faut la carte
sa carte d'aptitude pour justement bénéficier pleinement de son bonus. Toc toc toc. Ouais, bon, je pense qu'on va te mettre au même niveau que les autres, hein. D'ailleurs, hop, on va mettre ça comme ça plutôt. Si on devait vraiment. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui voterait dans mon monde? Je sais pas, je reçois des demandes d'entrer dans mon monde alors que je suis en train de faire autre chose. Hop là, voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre Genjin pour l'instant. Voilà. Pas besoin d'avoir de bruit de fond pour l'instant. Ok. On y revient. Du coup, l'érémite incandescente. Ouais, à part sa passive qui est assez unique en son genre, elle a accès à son déchaînement élémentaire qui est assez facile mais qui fait pas spécialement mal. Elle peut surtout tanker et infliger un peu plus de dégâts. Elle n'a pas encore trouvé totalement sa place pour l'instant. Je pense que d'autres cartes érémites pourraient venir à l'avenir, donc à voir plus tard. Pour l'instant, elle n'a pas de bonne synergie avec elle. J'ai tellement vu jamais Albedo que j'ai dû vérifier s'il existait vraiment dans les cartes disponibles. Tu sais, la plus belle blague que j'ai eue là-dedans, enfin, blague. Pourtant, Albedo a été mis en avant dans le TCG alors que Gorou devait sortir. C'est-à-dire que pendant la mise à jour où Gorou devait apparaître, ils ont mis Albedo comme carte à la place de Gorou. Du coup, j'ai pas compris. C'était quoi le message? Est-ce qu'ils se sont trompés? Est-ce que... Je sais pas. On n'aura jamais la réponse. Mais ouais, Albedo pour l'instant, ben, il est pas du tout joué à part dans des événements. Lisa, bon ben c'est... ouais, bon ben, entre... Allez Lisa, désolé, on va te mettre là. Entre ce mur de personnages excellents et les quelques personnages électro encore au-dessus qui essayent de se battre pour le passer ou qui l'ont dépassé, Lisa, bon ben, elle est inexistante malheureusement, alors que pourtant j'ai adoré la jouer en Hyper Bloom avec le petit noyau d'Endro. Elle peut faire des one-shots absolument magnifiques avec sa compétence, sa carte d'attitude est excellente, mais il y a trop de bons personnages électro devant elle, elle ne peut pas avoir sa place, la pauvre. C'est tellement dur pour elle de pouvoir sortir du lot, donc ouais, c'est un dé, désolé Lisa. Mage Cryo des Fatui. Alors elle était très présente fut un temps, mais en fait il y a un personnage qui est apparu qui s'appelle Layla, qui applique le cryo encore plus facilement qu'elle. Donc ouais, allez hop, ça va en dé. Gorou restera en bas du bord, hein. Ça vous pouvez en être sûr. Ouais, donc elle souffre de la concurrence avec Layla qui est un meilleur choix, elle met du shield, elle fait un bon déchaînement élémentaire assez facilement. Elle est une bonne alternative, pourtant, cette mage Fatui Cryo, mais ce truc, c'est que ces invocations disparaissent s'il y a des réactions élémentaires qui sont faites, et c'est très facile, on est dans une méta qui est très réaction élémentaire, donc pour l'instant, elle est littéralement plus présente à cause de Layla. Manifestation de tonnerre, bon dans les personnages électro qui passent ce mur électro, on a elle, qui est très clairement au-dessus du lot. Même avec son récent nerf, elle est toujours dans le top méta sans aucune contestation possible. Sa compétence permet de cibler un personnage avec paratonnerre qui fait des dégâts en plus, son déchaînement fait une invocation en 2 étapes. Elle a tout, même avec son nerf, elle a toujours tout, donc c'est un A, c'est limite un S, hein. Très clairement, si on mettait pas son nerf en plus, elle serait en S. Mais là, pour l'instant, ce sera un A. Nilou. Alors Nilou qui est présente surtout dans les decks de fleurissement, mais également dans d'autres decks avec Raiden et son déchaînement élémentaire qui fait quand même assez mal à Nilou, hein, faut pas croire. Hein. Elle a besoin que de 2 charges, et derrière elle fait 2 plus 3, donc si entre deux vous faites une petite réaction élémentaire, ou si vous appliquez un élément sur le personnage, Nilou peut accéder facilement à des dégâts très élevés. Pour moi elle reste en A. Elle reste en A, c'est un des personnages hydro qui apporte une autre possibilité de gameplay et qui est extrêmement fun à jouer. Surtout grâce à Beishu, qui est ici uniquement grâce à Nilou. Hein. Clairement Beishu il est en B parce que Nilou est en haut du classement. Ningguang. Bon Ningguang, ouais dans les doubles géo, ouais. Après elle a été très présente en tournoi parce qu'elle apporte ce petit shield en plus avec sa compétence, son déchaînement est excellent en termes de dégâts. Est très facile à utiliser. Enfin, très facile à utiliser. Ça coûte 3 charges, certes, mais comme vous faites du shield et que vous tenez, c'est facile d'y accéder. On va la laisser en C devant Jonah. Elle sera pas forcément très présente vu qu'on préfère des synergies Gorou avec un autre personnage Géo comme Ito Noël. Mais c'est pas impossible de croiser Gorou avec Ningguang et un autre personnage d'un autre élément. Mais pour l'instant, elle reste en C.
Baishu avec Dori aussi une horreur à affronter. Oui, c'est d'ailleurs une de mes synergies de mon deck Bouffe Party avec Baishu, Kokomi et Dori, justement. Dori, Baishu, Kokomi, c'est un deck que j'aime beaucoup en synergie, qui font tous les trois une invocation et qui infligent des dégâts corrects en fin de tour et qui permettent, moi, pendant le tour, de me soigner, de m'équiper. Nomade, n'en parlons pas, t'es là mec, t'es là. T'es tier S, un des personnages les plus menaçants du TCG. Quand vous en affrontez un, vous vous chiez dessus. Capable de faire des dispersions, d'appliquer très facilement l'élément adversaire, déchaînement élémentaire extrêmement puissant et qui est amélioré par sa compétence. Nomade, c'est une machine à tuer. Très clairement, c'est l'avion de chasse qui vient raser le terrain. Méfiez-vous de Nomade, il fait très mal très très vite. Il peut toucher un adversaire qui n'est pas actif au combat, et tout en étant extrêmement menaçant. Méfiez-vous de Nomade, il est très 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 fort. Océanide, on va la mettre au même niveau que Kokomi, Barbara et du coup forcément l'Océanide. Elle a été pas mal nerf, elle a quand même pris, enfin j'en ai croisé beaucoup moins, mais elle reste présente quand même en tournoi. Ces deux invocations restent tout à fait viables, à part bien sûr sa grenouille qui est passée de 2 points de shield à un seul point de shield, ce qui peut être bien comme mauvais dans tous les cas, vu que elle va s'activer plus vite et donc faire des dégâts tout de suite. À voir, en vrai, à voir. Océanite, ça reste assez menaçant, mais je mettrais en dessous de Kokomi et Barbara. Si on devait se fier à l'ordre, elle serait en dessous. Clairement, Barbara reste au-dessus pour le moment. Chi-Chi, bon, t'es plus là pour les deck trolls. Chi-Chi, on est d'accord. Hein, on va te mettre en dessous de Giona. Toi, on va te mettre au-dessus. Si on devait vraiment faire un ordre, je parle bien sûr, mais prenez pas ça en compte. Hein, si c'est dans le C, c'est dans le C. Cherchez pas plus loin. C'est juste un repère pour moi. Chi-Chi qui a une compétence qui est Game Breaker sur le papier, mais qui se fait totalement counter par de l'électrocution, de la supraconduction, bref, n'importe quel dégât de zone avec une dispersion permet de vaincre les personnages qui ont été ramenés à la vie par Chi-Chi. Donc c'est plus du troll qu'autre chose avec elle. Mais vous pouvez faire quand même des belles games, et je m'en souviens bien, même si c'est vrai que je n'ai pas joué Chi-Chi depuis un moment, elle reste quand même assez correcte dans l'ensemble. Raiden, alors... vous allez la voir tout le temps. C'est impossible de faire 5 parties d'affilée dans le TCG sans rencontrer au moins une fois Raiden. Et ce pourquoi, elle charge vos déchaînements élémentaires, vous permet de lancer vos stratégies plus rapidement. C'est un des meilleurs personnages, peut-être pas au-dessus de Naida, mais au même niveau, en tout cas ça c'est sûr. Raiden est une tuerie, encore plus qu'avant, vu que vous pouvez maintenant plus facilement équiper vos personnages avec Nanatsuki, vous avez accès rapidement aux équipements avec les nouvelles cartes d'armes, bref, c'est juste n'importe quoi. Raiden, c'est extrêmement fort. Je connais pas celui-là. À la niche, avec l'autre. Sayu, ouais, ok, c'est bon, on va en parler un petit peu. Allez, Razor, bon il y a ce fameux mur, comme vous le connaissez maintenant, ce fameux mur de personnages électro. Razor a eu son... ouais, à la niche. Faut prendre quelle arme pour Raiden? Sa lance, tout simplement. La lance iconique de Raiden qui permet de gagner une charge dès que vous l'équipez. Comme ça, vous gagnez, entre guillemets, une action sur le début de la partie et vous avez déjà votre charge pour le prochain tour. Vous faites arme, compétence, et au prochain tour, vous êtes déjà sûr d'attaquer en premier, quasiment. Sauf si l'adversaire a fait un peu pareil que vous, équipez une arme et fin de tour avant. Mais Raiden, ouais, vous mettez son arme iconique pour avoir sa charge d'ulti plus vite. Et derrière, comme ça, vous faites un switch tout de suite. Comme ça, elle a pris normalement moins de dégâts que d'habitude dans la partie. Et derrière, vous équipez vos artefacts, vos armes aux personnages que vous utilisez. Et forcément, vous avez une chance de relancer le déchaînement de Raiden dans la partie. Et avec son arme, elle fera du 7-8 points de dégâts d'un coup. Ce qui est plutôt pas mal. Faut que je change l'arme, merci, de rien. Donc Razor, par contre pour l'équiper, n'oublie pas qu'il faut absolument qu'elle n'ait 0 charge. C'est juste ça aussi à prendre en compte, faut pas faire compétence puis arme, faut faire vraiment arme puis compétence. Pour venir sur Razor, il y a ce fameux mur, il peut pas aller plus haut que ça. Il a été très fort avec le deck de Proxy que j'ai beaucoup apprécié, qui jouait justement Raiden, sans blague, avec Candace et Razor. Donc la stratégie était simple, c'était vraiment appliquer l'élément Hydro sur les attaques normales de Razor pour derrière faire des électrocutions à l'infini avec une succession d'attaques normales. C'est très bon sur le papier, mais c'est très dur à mettre en place, surtout dans une méta qui est très accélérée grâce aux artefacts, qui récupèrent énormément de dés très très vite.
À voir s'il aura encore sa place, mais Razor, désolé, ça va en bas, on va le mettre là. Elle est à niche, on a dit. Sayu, bah, une petite surprise, Sayu, hein, elle n'a pas été comme ce que je le pensais, mais elle est plutôt pas mal. On va la mettre en dessous de Jin. Elle a une bonne synergie avec Bennett vu qu'elle tape 2 fois, donc elle a une petite synergie comme pour l'hypostase ou pour Dvalin, si vous la combinez avec un Bennett. Sachant qu'elle tape 2 fois et qu'elle applique l'élément qu'elle a absorbé avec son premier coup de pied, avec sa compétence. Son déchaînement peut healer, bref, elle est un peu passe-partout comme une Jin, sauf que elle est épée à 2 mains, et c'est pour ça qu'elle ira pas dans un deck avec Lynette. Elle a du potentiel, la petite Sayu, à voir ce que ça donnera dans l'avenir. Shen E. Alors, Shen E, où est-ce qu'on va te mettre? Parce que tu es le personnage cryo qui permet de faire briller certaines compositions Anemo, tu es le personnage cryo qui permet de faire des bons bursts avec d'autres cryos. Je sais pas. En vrai, Shen E, c'est compliqué. Avant, je l'aurais mis en S, sans hésiter, mais là, la méta actuellement, c'est surtout du triple élémentaire. Et donc, qui dit triple élémentaire dit que, Shen E, elle se retrouve pas avec d'autres personnages cryo, donc elle est beaucoup moins intéressante dans cette méta en ce moment. Elle est bonne, comme je l'ai montré il y a même pas une semaine, avec une double composition Anemo. Mais pour le reste, c'est compliqué en vrai. Shen E, mono DPS. Ouais, c'est ça. Avec toute seule en cryo, elle va juste taper avec un Bennett qui l'a boosté, et par exemple aussi un Xingqiu par exemple. Ça peut être marrant. Mais non, Shen E, elle a perdu un petit peu, mais à mon avis, elle va très vite revenir sur le format compétitif, c'est sûr et certain. Ouais, on va la mettre en dessous de Candace et de Beidou pour l'instant. Mais clairement, elle pourrait aller au-dessus. Hein. C'est juste que la méta fait que 2 personnages cryo ensemble, c'est moins intéressant que 3 personnages d'éléments différents qui derrière font des synergies élémentaires. Voilà, Signora, n'en parlons pas, c'est un des personnages les mieux lotis avec Asda en termes d'économie de dés, de compétences, bref, c'est impressionnant. Sa carte d'aptitude permet de générer les dés qu'elle a besoin sur le moment tout en lui faisant un shield qui diminuera les dégâts qu'elle reçoit. Si elle en reçoit 3, ça diminue de 1. Derrière, elle applique un froid givré ou une chaleur ascendante selon la forme qu'elle a. Bref, c'est un personnage qui a tout pour elle. Elle peut survivre à une attaque qui la one-shot, elle peut survivre à plein de choses. Elle a un déchaînement alimentaire qui est excellent en fin de partie avec sa forme pyro. Signora, vous en verrez partout. Vous en verrez partout. Sucrose, elle, on va la mettre au même juste en dessous de Sayu. Elle subit la concurrence avec Jin et Lynette, mais elle est un excellent personnage de synergie Anemo, comme tous les autres au final, donc je la laisse en B. J'ai joué avec Diluc Keia et elle-même il n'y a pas longtemps, donc regardez, ils sont pas loin les uns des autres, donc on va les laisser ensemble. Alors, la Fatui Hydro, alors elle, on a des choses à dire, parce qu'elle va être extrêmement présente. Elle mérite d'être en A, très haut dans les A, ça c'est sûr et certain, peut-être pas au-dessus. On va la mettre là, voilà. La capacité qu'elle a avec sa carte d'aptitude de pouvoir piéger le personnage et d'augmenter donc le nombre de dés nécessaires au déplacement, ça va énerver plus d'un, croyez-moi. Je vais affronter ce deck avec elle plusieurs fois, ça a été assez frustrant parce que je pouvais plus bouger, sinon je consommais beaucoup trop de dés. Du coup, c'est sûr que cette carte sera jouée pour vous empêcher de switch, vu que la méta, comme je vous l'ai dit, est très axée sur les triples élémentaires, on a besoin de switcher de l'un à l'autre, elle va vous en empêcher, tout en vous mettant de l'hydro, et donc potentiellement vous geler, voire faire une surcharge, une électrocution, une évaporation, tout dépend de ce que l'adversaire joue, mais le plus craintif serait du gel avec un personnage cryo. Donc ouais, très très compliqué à contrer, vu que vous ne pouvez pas contrer un personnage qui vous augmente votre nombre de dés à déplacer. C'est un coût supplémentaire sur vos dés qui peut vous empêcher de faire vos synergies et qui peut vous empêcher tout simplement d'avancer dans votre stratégie. Donc très très dur à contrer, vu que vous ne pouvez pas la contrer, sauf si vous diminuez le nombre de dés, mais vous diminuerez que de 1, et forcément, vu qu'elle augmente de 1 et que vous passez pas à 0, ça change rien. Très très forte actuellement la miroir des Fatui. Tarta, un des meilleurs hydros du moment également, qui subit un peu de concurrence avec elle. Est-ce qu'il ira en A? Je pense que oui. Il a un déchaînement élémentaire qui fait extrêmement mal, très facile à utiliser, une compétence qui fait pas beaucoup au début, mais qui permet d'appliquer un contre-courant qui fera 1 point de dégâts de perforation sur le personnage à côté, le personnage suivant
celui qui est attaqué. Donc ouais, Tarta est très très fort, je mettrais même au-dessus, ici au-dessus de Klee, si je devais mettre un ordre encore une fois. Mais considérez que le rang A c'est le rang A, hein. Cherchez pas plus loin. Tarta qui a beaucoup plus bénéficié des bonus de la 4.2 ou 4.3, je ne sais plus laquelle, quand Ayato était également optimisé. Donc ouais, Tarta est clairement au-dessus du lot avec son déchaînement élémentaire qui fait très 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 mal, très facile à faire, qui est une très grosse menace. Donc ouais, Tarta extrêmement fort. Thomas, alors Thomas on le verra sûrement, mais à quel niveau se trouve-t-il dans la tier list? Alors là par contre aucune idée. Pour moi c'était le God Tier de la version actuelle. Mais finalement, bon ben, il est fort, hein, ça on va pas se le retirer, hein. Il crée du shield, il fait des attaques coordonnées sur ses attaques normales, grâce à son déchaînement élémentaire, des petits dégâts pyro en plus. En vrai, il n'a pas été tant joué que ça, j'en ai croisé quelques-uns, mais pas des masses, donc on va le mettre au même niveau que Beidou, Candace, vu qu'il crée du shield et autres. À voir au fur et à mesure si il trouve sa place plus haut, parce que pour l'instant Klee est plus intéressant, Lin est plus intéressant, Bennett est plus intéressant. Donc ouais, à voir comment ça évolue pour lui. Mais pour moi, il restera God Tier quoi qu'il arrive, donc je suis sûr qu'il finira par remonter. Tignari qui souffre des mêmes conditions que les autres d'Endro ici, qui sont littéralement impossibles à contester. La reine Naïda et le prince Aleitam, qui sont juste beaucoup trop forts. Baishu est au-dessus parce que lui, il apporte du soin à la team, et c'est juste pour ça qu'il est plus haut en B. Et du coup, ben, ces deux-là enfin ces trois-là même, sont juste jamais joués. Quand on sait qu'on a un Aitam ou une Naïda à jouer à la place de eux, ben, on favorise. Tignarit est un peu plus joué, c'est pour ça que je mets devant Colei et le poulet. Mais clairement, bon ben, c'est assez compliqué. D'ailleurs, on va faire ça vite fait. Alors, on va remettre. Tac, voilà. Tignari est clairement au-dessus. Hop, donc on va le mettre là comme ça. On va mettre ça ici. Albedo, on va mettre un petit. Oh, même pas Albedo, il peut aller en bas, Albedo. C'est du Géo, donc il peut aller en bas. On connaît tous hein, l'avis de MiYoYo sur le Géo, de toute façon. C'est pas notre petite dernière qui dira le contraire. Le Fatui Pyro, je ne l'ai plus revu depuis qu'il est passé à 9 points de vie, je ne sais pas pourquoi. C'est un Fatui, on va le mettre avec les autres Fatui. Alors que pourtant, il était tellement fort avant, parce que forcément, ben, avec 10 points de vie, 2 points de shield qui peut se récupérer, bon bah il était clairement toujours au-dessus du lot. Là, ce petit point de vie en moins, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi disparu. C'est impressionnant. Je n'ai plus vu, peut-être dans une game, pendant toute la 4.4 et 4.3 inclus, je ne l'ai plus revu. C'est quand même fou. Alors que le nerf est pas si violent que ça. Un point de vie, ça fait mal, certes, mais il a du point de shield en base. Donc, ouais, c'est bizarre. Il sera sûrement présent au tournoi par contre. Lui, il reste quand même une bonne carte qui a un bon déchaînement élémentaire, au même titre que la Fatui Hydro. Donc c'est pas impossible de le croiser. À mon avis, il va peut-être remonter plus tard, mais c'est juste parce que son nerf a peut-être pas donné envie aux gens de le rejouer. A voir. Venti, bon, on va te mettre avec ton copain. On va te mettre avec ton copain. Ben, il souffre de la concurrence déloyale avec une Lynette Jean. Forcément, il sera pas au même niveau que Sayu et Sucrose qui ont des effets quand même plus intéressants. Le fait qu'il diminue le nombre de dés est bon, surtout qu'il pourrait du coup contrer la Fatui Miroir, mais si vous jouez Venti juste pour contrer elle, il n'y a aucun intérêt. Donc non, Venti malheureusement, il sera plus intéressant dans des events avec un Albedo que ailleurs. Donc pour l'instant, Venti, désolé, mais tu es en bas du B. Xiangling, bon bah c'est peut-être ça en fait pour la raison pour laquelle les gens ne jouent pas Thomas, hein. C'est Xiangling qui est toujours aussi forte. On va le mettre au-dessus de Klee. Xiangling qui applique très facilement du pyro en fin de tour. Sa carte d'aptitude qui ne coûte maintenant que 3 permet de faire un petit point de dégâts pyro en plus. Donc c'est un point de dégâts bonus ainsi qu'une application élémentaire sur sa compétence. C'est clairement fort. Et son déchaînement élémentaire est toujours une tuerie, surtout en combinaison avec une Naïda Raiden. Hein. Vous mettez Xiangling avec Naïda Raiden, vous avez une des meilleures teams qui soit actuellement. Donc non, c'est super fort une Xiangling. Xiao, bon bah désolé copain, mais on va te mettre au-dessus ici, hein, le camp Anemo. Hein. D'ailleurs le camp Géo devrait être en dessous du camp Anemo, mais donc j'y pense.
Xiao qui est très très bon, faut pas croire, mais encore une fois, concurrence oblige. Si vous voulez jouer de la Nemo, jouez plutôt Synergie Jean Linette qui est quand même plus intéressante. Il a du potentiel le petit Xiao, hein, faut pas croire, hein, c'est vraiment une machine à tuer, hein, surtout avec la nouvelle carte de Jet qui fait que quand il lancera son déchaînement élémentaire en fin de partie, vous allez récupérer plein de dés, vous allez enchaîner les kills avec lui, mais c'est très conditionnel, surtout si vous voulez jouer de cette manière. Très bonne carte, mais juste trop de concurrence. Xingqiu, bon, bah, vous le verrez partout, lui, c'est du haut tiers, hein, c'est celui qui a le plus de facilité à appliquer l'hydro, en plus d'un autre personnage qu'on va mettre à peu près au même niveau. Choisissez votre camp, Team Xingqiu, Team Yelan. Les deux sont excellents. L'une mettra pendant 2 tours des attaques normales à 2 points de dégâts hydro, tandis que l'autre fera pendant autant de temps que vous le souhaitez. Vous aurez 3 attaques hydro coordonnées qui feront des dégâts d'épée, enfin qui font des DP à dégâts hydro de 1 seul point, mais qui sont tellement simples à utiliser. Ouais, ces deux personnages sont finalement excellents, surtout que Yelan apporte un peu plus que un Xingqiu, mais un déchaînement inter qui demande plus de charge. Donc là, c'est à vous de choisir. C'est vraiment... prenez lequel vous voulez, de toute façon, ils sont tous les deux excellents. Yanfei, je connais pas. Yao Yao, elle peut monter au niveau de Baishu, en termes d'utilité. Je pense qu'elle peut même être un peu au-dessus, selon la situation. Bon, on va mettre en dessous pour l'instant. Mais les deux sont des très bons choix d'Endro en termes de soins et de soutien. Une invocation en fin de tour qui applique le Dendro, c'est très excellent pour facilement faire des réactions de stimulation, créer votre noyau Dendro ou autre. Sans compter qu'ils ont quand même pas mal de soins. Pour retenir sur la blague, Yanfei est très clairement en dessous du lot en termes de pyro. Hein. Vous avez déjà quelques personnages au-dessus et elle, bon ben, elle est inexistante. C'est impressionnant, je n'ai pas vu une seule Yanfei depuis autant de temps que les autres que j'ai cités avant. Donc ouais, c'est un peu triste. Yoimiya, bon ben... Elle est sur le déclin la pauvre Yoimiya. On va la mettre au niveau de... Et encore, est-ce que jamais à ce niveau-là, en vrai, ben, elle a... En soi, son déchaînement est pas mal, vu que vous faites des attaques coordonnées pyro. Donc, combiné à un autre personnage comme Ayaka, ben, ça faisait la Ayaka Miya qui était si forte fut un temps, mais qui maintenant a tellement de mal à revenir. C'est triste, en vrai, c'est triste. Elle avait tellement de potentiel, cette stratégie. Méfiez-vous quand même de Yoimiya, pardon. Son déchaînement, une fois lancé, fait un point de dégâts coordonné, donc ça peut faire très très vite des dégâts très élevés avec des personnages hydro ou électro. Ouais, donc à surveiller, Yoimiya. On te garde à l'œil, hein. On sait que t'es forte, mais pour l'instant, ben, t'as d'autres pyros plus intéressants que toi qui sont sur le métier. Zhongli, on finit avec Zhongli. Alors, Zhongli, c'est compliqué. Il a eu son temps où il était vraiment le roi, c'est-à-dire que personne ne lui faisait assez de dégâts, ou même si on lui faisait mal, ben derrière il y avait son shield géo qui permettait de survivre à n'importe quelle attaque. Le souci c'est que là en ce moment, c'est Zhongli, vous le jouez en deck double élément géo. Et comme je vous l'ai dit, ben, la meilleure méta en ce moment, ben, c'est 3 éléments différents. Donc Zhongli ne peut plus profiter pleinement de son shield comme avant. Il reste bon, comme je l'ai dit, double synergie Anemo fonctionne très bien, double synergie Géo fonctionne correctement, mais beaucoup moins qu'avant. Donc Zhongli, tu restes au-dessus de ces deux mastodontes, car tu es celui qui tiendra le plus longtemps face à eux, mais derrière, ben, tu gagneras pas contre des autres synergies plus puissantes. Encore une fois, Zhongli, une fois bien équipé en début de partie, c'est une machine à tuer. Hein. Il fait son shield, l'adversaire en face vous fait pas assez de dégâts sur le tour, bon ben, vous vous soignez, vous tankez, prochain tour pareil, vous soignez, vous tankez, et vous gagnez l'épuisement, et son déchaînement alimentaire permet de littéralement gagner un tour sur un personnage adverse, donc ça reste fort en Zhongli, mais pour l'instant, c'est pas dans le au-dessus du panier. Bon bah voilà, ça y est, on a fait la tier list de tous les personnages de la 4.4 avec mon avis. Pouh, ça en fait des choses, hein. Neuvillette, il va être incroyable. Ah bah ça, on n'en sait rien. Mais en vrai, si il a comme actuellement cette capacité à faire compétence déchaînement puis attaque normale, il y a peu de chances qu'il soit pas extrêmement fort. Parce que les personnages qui, pour l'instant, utilisent leurs compétences pour ensuite enchaîner les attaques normales, il n'y en a qu'un, il s'appelle Yanfei. Et Yanfei n'est pas joué, parce que c'est beaucoup trop compliqué de s'en servir. Donc si Neuvillette a le même type de compétences que sur le jeu dans le TCG, il ne sera pas joué.
peut-être au début parce que tout le monde va vouloir le tester, mais on va vite se rendre compte que ça sera pas terrible. À voir, parce que là, oui, son gameplay est très proche de celui de Yanfei. J'aurais plus dit sur les compétences et la capacité de se soigner aussi comme les personnages de Fontaine. Ah bah ouais, mais ça reste assez identique à une Yanfei au final. Tu te soigneras peut-être de 1 point de vie avec les petites bubules là, mais essayons de deviner son gameplay. Je suppose qu'il y aura un stack de bulles, comme pour ici, c'est-à-dire que pour Linné qui a la fantasmagorie, Linette. Oh, pourquoi j'ai un trou? Neuvillette va avoir sûrement un stack de bulles qu'il va pouvoir conserver sur lui. Et donc quand il fait une attaque chargée, donc ce sera forcément une attaque chargée, donc les dés pairs, il pourra se soigner de autant de bulles qu'il a accumulées et fera des dégâts bonus selon les dégâts de bulles accumulés également. Donc je pense que ce serait un gameplay dans ce style-ci. Et le déchaînement pourrait, comme pour l'autre, faire pareil, c'est-à-dire qu'il va charger plus vite son nombre de bulles, peut-être même atteindre le nombre max, et sa prochaine attaque normale fera du coup plus de dégâts. Donc ça fait qu'en fait, il a aucune... Ah si, il a une synergie, et ça serait avec Yoimiya du coup. Ça serait avec Yoimiya qui ferait son déchaînement, et lui ferait des évaporations à n'en plus quoi savoir en faire. Ça serait quelque chose comme ça, je pense en tout cas. À voir, en tout cas c'est mes prévisions. Tac. Maintenant on va parler un petit peu des decks qu'on va rencontrer pendant les tournois et comment peut-être les contrecarrer. Donc dans les decks que j'ai joués, il y en a quelques-uns qu'on va forcément rencontrer, à savoir donc le deck Nilou. Donc contre un deck Nilou c'est très simple, hein, la stratégie elle est évidente, c'est prenez le moins de réactions élémentaires possible. Et jouez Adios dans votre deck pour enlever les noyaux Dendro. C'est la seule chose que vous pouvez faire contre elle, c'est vraiment jouer ceci. Ensuite, vous savez qu'une fois qu'un noyau Dendro est créé, l'adversaire applique toujours du Dendro en fin de tour, donc si vous réussissez à vaincre en premier lieu le personnage Dendro qui est joué dans la team adverse, parce qu'un deck Nilou efficace, c'est 2 Hydro et 1 Dendro. Donc si vous réussissez à ne plus avoir de Dendro sur vous, et à supprimer le dernier noyau Dendro, et que vous pouvez prendre le kill sur le personnage Dendro, dans ce cas-là, c'est gagné. Le mec pourra plus faire de réaction élémentaire, il pourra plus rien faire. C'est pour ça qu'on n'aime plus trop les decks double élément, enfin 2 éléments identiques et 1 différent. On préfère du coup 3 éléments différents pour avoir toujours une synergie élémentaire. Mais Nilou reste un très bon deck, donc au moins on sait comment le contrer. Dans les decks qui vont être forcément joués... Oui, celui-ci. Celui-ci. Un des decks les plus joués en 4.3 lors des tournois de TCG de Chine et dans beaucoup d'autres contrées également qui ont recopié le deck. Fischl, Naida, Linette, c'était un des decks les plus puissants qui soit. Triple élémentaire de synergie, on joue l'opéra Epiclès. Le deck n'est pas exactement comme celui-ci, il me semble, même s'il y a beaucoup de cartes que vous retrouverez forcément. Mais oui, clairement, ça, c'est une synergie que vous aurez beaucoup de mal à vaincre, vu que, en fait, vous pouvez rien faire. Il commence avec Fischl, il fait une surcharge avec Linné. Derrière, et en fin de tour, vous avez Ose et l'invocation de Linné qui vont encore faire une surcharge. Vous prenez 5, bref, c'est... Enfin, 4 avec ça, mais ça fait extrêmement mal et c'est extrêmement dur à contrer. Donc là-dessus, je sais pas comment je vais faire, mais ça dépendra des dés et de l'action adverse. Vous pouvez juste prier, en fait. Vous pouvez juste prier pour pas qu'il fasse trop de dégâts en début de partie et que vous puissiez vous ressourcer. Mona avec Sayu et Eula, donc vous pouvez remplacer Sayu par n'importe quel personnage Anemo, dont Nomade surtout, qui sera sûrement un des decks les plus présents qui soit. Que dire sur ce deck? C'est du gel, hein. Il va sûrement faire une compétence de Mona, puis dispersion, ou vous gelez tout de suite, selon ce que vous faites. Si vous jouez une Raiden, il va vous geler votre Raiden au prochain tour, poser Mona et commencer à équiper ses personnages. Et derrière, il a une Sayu pour faire des dispersions cryo ou hydro et mettre du soin si vous êtes un peu trop, si vous emporisez un peu trop. Et derrière, synergie de Nierzad avec Jet. Donc ouais, ça c'est typiquement le genre de deck que vous allez rencontrer, je pense, dans les tournois.
Le deck Ganyu, Fischl et Hypostas Cryo qui sera je pense très présent aussi, c'est très facile de faire des dégâts de zone avec, sans compter que Ganyu a une très forte pression dès le début de partie, donc si vous jouez des decks combo ou que vous avez dû faire un mauvais lancer de dés en début de partie, vous allez prendre extrêmement de retard, donc prévoyez de la bouffe hein, parce que Ganyu sera forcément présente avec une Fischl et potentiellement Hypostas Cryo. Tac tac tac, Raiden qui sera présente avec forcément des synergies de personnages comme Xiangling Naida, peut y avoir peut-être qu'on reverra le Razor avec Candace peut-être, je sais pas, hein, le deck de proxy qui est quand même bien marché. Il y a d'autres synergies avec peut-être Kazuha qu'on reverra, ou des synergies avec Xiao peut-être, on verra bien, rien n'est certain, rien n'est sûr. Avec Bennett aussi, hein, déchaînement de Raiden, puis Bennett suivi d'un autre personnage hyper carry. À voir. Mais ce genre de deck là, en fait il faut dégager Raiden le plus vite possible, lui mettre la menace, l'empêcher de faire son déchaînement en début de partie, mais ça dépendra de votre main de départ et de quel deck vous jouez. Deck Signora, donc Signora qui sera sûrement joué avec Manifestation, qui sera joué avec son deck Asdara, bref il y a des decks comme ça, triple monstre ou personnages hebdomadaires qui vont être sûrement joués. Donc pareil, là ça va être très très compliqué à contrer. Ça va demander beaucoup d'adaptation, du soin, surtout beaucoup de soin pour tanker les dégâts de la manifestation du tonnerre. À voir, ça va être très compliqué. Deck Utao, peut-être qu'on en verra, je suis pas sûr, hein, mais si jamais vous faites, si vous passez les éliminatoires et que vous arrivez du coup dans les phases où vous devez jouer 4 decks différents avec différents personnages, il y a de fortes chances que Utao soit présente avec Xingqiu et Changyun. Double Anemo, vous allez forcément rencontrer, c'est hyper fort, surtout que Lynette et Jin Jedi font une très très bonne synergie. Ce ne sera pas forcément une chaîne E, mais une Deia qui peut être présente, un personnage électro comme Yae, bref, il y a beaucoup de possibilités. Pour le reste, est-ce qu'il y a des cartes que je n'ai pas vues? Peut-être Barbara, ça se trouve vous affronterez des decks cancer, des decks qui jouent Barbara avec Kokomi, une Chi-Chi, j'en sais rien, mais peut-être qu'on fera des decks cancer avec Barbara, Hyper Carry, avec Layla aussi, bref, il y a des possibilités, pour ce qui est du reste, on en croisera je pense moins, ouais, on verra jamais de... Enfin, double Géo peut-être, il y a moins de chances, enfin, vous avez plus de chances de tomber sur une double Anemo qu'une double Géo, ça c'est sûr, mais il y en aura. Ça, j'en suis convaincu, une double Géo avec Noël, Gourou, ce genre de choses, ou même Noël, Ningguang, c'est pas impossible non plus. Pour ce qui est du reste, je pense pas que le reste sera joué, encore une fois, c'est mes suppositions, mais là oui, les meilleurs decks sont forcément les decks triple élémentaires, donc après vous mettez un peu ce que vous voulez, comme personnage en plus. Je vais donc vous souhaiter un bon week-end. À la semaine prochaine pour du coup plein de TCG. Repose-toi bien avant le tournoi, merci. Je vais préparer de toute façon mes decks, ça c'est sûr et certain. Certains d'entre eux sont déjà faits à 100% et je vais un peu tester tout ça de mon côté pour essayer de voir un petit peu s'il y a des choses que je dois changer ou non. Allez, et merci à toi Bonken aussi. Bye bye et à mardi pour un prochain deck.